Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Le Burkina a récemment célébré les 33 ans de l'assassinat de Thomas Sankara. Le 15 octobre 1987, Thomas Sankara, le président du Burkina Faso et leader panafricain, tombait sous les balles d'un commando. 33 ans après, en Afrique, le souvenir de cet assassinat reste frais dans les mémoires de tous les Africains. Anticolonialiste et panafricaniste, Thomas Sankara avait un franc-parler qui dérangeait non pas seulement certains Africains de la classe des vieux dirigeants post-indépendance mais au-delà, notamment dans le cercle des anciennes puissances coloniales. Qui a vraiment tué Thomas Sankara? Suivons maintenant le décryptage de nos analystes sur l'énigme autour de la mort de Thomas Sankara. Suivons. Le thème choisi ce matin, assassinat de Thomas Sankara 33 ans après, la révolution toujours en marche, c'est notre grande interrogation et c'est la thématique du jour. Bassirou Sanogo, ce nom ne vous dit certainement pas grand-chose. Et pourtant, comme Moussibila Sankara, Basile Guissou, Valère Sommet, Firmin Diallo et bien d'autres collaborateurs du président Thomas Sankara, il a été embastillé par le Front populaire de Blaise Compaoré. Ambassadeur en poste à Alger sous la Révolution, il se rappelle encore comment le jour fatidique du jeudi 15 octobre 1900 de sa traversée du désert après la révolution des 27 ans de règne de Blaise Compaoré et des élections du 22 novembre 2020 à venir. L'assassinat de Thomas Sankara, Bassirou Sanogo ne s'y attendait pas malgré le malaise qui régnait au sein du Conseil national de la Révolution. Malaise dont il a eu vent depuis l'Algérie, où il était ambassadeur. C'est dans l'avion, prêt pour le décollage pour Ouagadougou, que la nouvelle tombe comme un couperet. Un soir du 15 octobre 1987. 33 ans après, la déception se lit toujours sur le visage du septuagénaire. C'est un véritable gâchis, lâche-t-il dès l'entame de l'entretien. Le samedi 10 octobre 2020, ce qui se passait au Burkina Faso sous la Révolution était quelque chose d'inédit, d'osé même, va-t-il nous déclarer. Messieurs, le 15 octobre 1987, Thomas Sankara, le président du Burkina Faso, tombe sous les balles d'un commando. 33 ans après, à Ouagadougou, le souvenir de cet assassinat reste frais dans les mémoires de ses contemporains. Les questions hantent encore aujourd'hui les anciens collaborateurs de Thomas Isidore Sankara. Il faut préciser par ailleurs que, jusqu'à preuve de contraire, beaucoup se demandent toujours pourquoi cette révolution avait été justement brisée au moment où elle commençait justement à décoller. À la rencontre de ceux qui, il faut le dire, également qui ont vu monter les tensions entre deux amis proches, quand je vous parle d'amis, je vous parle de Blaise Compaoré et sans oublier Thomas Isidore Sankara. Ils disent leurs convictions sur ce qui s'est passé à Ouaga en cet an 5 de la Révolution. Pendant 4 années donc, les deux hommes vont jouer justement sur le feu des projecteurs pour changer la Haute-Volta en Burkina Faso. Parce qu'au départ, ce pays s'appelait la Haute-Volta et Thomas Isidore Sankara va déclarer haut et fort que ce pays va désormais s'appeler, le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Autre chose également qu'il faut signaler au cours de cette édition de l'IBS Matin, c'est que les deux hommes vont justement, il faut le préciser, faire leurs études à l'EMIA du Cameroun, l'école militaire interarmes, ici même à Yaoundé. Et justement, en sortant de cette école, leur mémoire est claire. Comment faire un coup d'État dans un pays africain, et ce fut justement ce qu'ils vont faire quelques années plus tard du côté de la Haute-Volta qui deviendra plus tard le Burkina Faso. Messieurs, 33 ans après la mort de Thomas Sankara, la révolution est-elle toujours en marche? Nous allons justement nous intéresser à cette interrogation. Peut-on dire aujourd'hui, Patrick Sapa, qu'il y a encore cette révolution qu'avait apporté le vent de Thomas Sankara dans les années 80? Alors, il faut déjà signaler que la révolution, c'est la rupture brusque et parfois brutale de la structure socio-économique et politique d'un pays ou alors d'une société. Il n'y a plus de révolution pour prendre pour élément de référence justement le travail que Sankara a commis. Et vous avez bien fait de mentionner le parcours académique sur le plan de la formation militaire qui avait été épuisé par Thomas Sankara et son frère, entre guillemets, Blaise Serial Killer Compaoré. Donc, ils sont arrivés, mais lui, il a prolongé justement cette révolution-là à la manière occidentale parce que c'est un noir de peau, mais un blanc dans le cœur. Ça veut dire que c'est le cœur
français qui bat dans sa poitrine et que c'est la France et l'Occident qui sécrètent ses sensibilités. Lui, Blaise Serial Killer Compaoré. Et donc, quand ils arrivent en 1983, le 4 août, sur Ouedraogo, qui était aussi un homme lige, justement au niveau de ce pays des hommes malhonnêtes, parce que c'est comme ça qu'il fallait décliner la haute volta à cette époque-là. On est passé au pays des hommes intègres, vous l'avez indiqué sur votre chapeau, par l'impulsion de Thomas Sankara. En 1900, il a donc fait ce que Sékou Touré avait fait, parce qu'il faut bien comprendre la logique qui a entraîné l'assassinat de Sankara, et il faut repartir sur Sékou Touré. Donc le 28 septembre 1958, après que Gaston Defferre, le 23 juin 1956, est sorti la loi 4 qui présentait l'autonomisation des États d'Afrique, alors que c'était une autre pirouette de l'État sous tutelle. Beaucoup d'Africains naïfs comme les Liomba avaient cru que c'était vrai. Ils se sont même rendus voir Michel Debré, qui était le premier ministre de Gaulle, pour lui dire, écoutez, donc maintenant il faut qu'on se prépare pour l'accession à la souveraineté internationale de nos nations, puisque vous avez sorti la loi 4. Il lui a dit, écoutez, vous êtes trop bêtes. C'est pas de ça qu'il est question. Ce sera l'indépendance avec les accords de coopération ou pas d'indépendance du tout. Alors, le 28 septembre 1958, Sékou Touré invite De Gaulle à Conakry pour lui annoncer sans embâche, écoutez, je préfère la misère dans la dignité que la richesse dans l'asservissement. Voilà, donc, à partir d'aujourd'hui, la Guinée est libre et indépendante. Je vais battre le franc guinéen et je verrai comment justement gérer liquider tout ce qu'il y a à faire avec le contrat qui nous a liés à la France et la Guinée. Et donc, son assassinat est programmé. Mais depuis, puisque c'est un combattant, c'est un résistant et un combattant, il a essayé d'aller à gauche, à droite, mais on lui a créé tous les problèmes du monde dans sa gouvernance. Parce qu'il a fait venir les Cubains et les Soviétiques pour l'assistance au niveau économique et sur le plan militaire. Et il a commencé à battre le franc guinéen. Mais il faut noter que justement avec les bandits comme Delaunay ou encore les Bob Denard qui se baladaient un peu partout sur le continent africain, eh bien, des faux francs guinéens ont été versés dans l'économie guinéenne pour créer l'inflation d'origine monétaire, tuer cette économie, le rendre même paranoïaque. C'est ici bien qu'on a abouti à ce que j'expliquais tout à l'heure en chapeau dans mon sujet d'entrée, c'est-à-dire le 26 mars 1984 à Cleveland, dans l'état de l'Ohio, aux États-Unis, là où il se fait repérer prétendument ce cœur-là. Et donc, il a été éliminé. Alors, Thomas Sankara, c'est également le discours. Le 27 juillet 1987 à Addis Abeba, qui abritait à l'époque le siège de l'OUA, donc l'Organisation de l'Unité africaine, qui est devenue aujourd'hui l'Union africaine, eh bien, il a produit un discours. Le discours sur la dette. Sur la dette. Oui. Alors, il a déjà dit, écoutez, la tenue qui est sur moi, toute ma délégation porte le même type de tenue. Alors, pour confectionner cette tenue-là, on n'a pas eu besoin d'importer le moins de fils d'Occident. Tout ça s'est fait au Burkina Faso. Créons notre marché sud-sud parce que nous avons le continent le plus riche de la Terre. Et ne mentez pas parce que ça fait pratiquement 52% de la richesse mondiale sur le continent africain, dont on note qu'on a 30 330 000 km², dont 622 000 d'îles de péninsule, avec une population qui avoisine 1 392 408 000 âmes aujourd'hui. Donc, il avait raison. À cette époque-là, créons notre marché sud-sud, évitons d'aller demander et commander les aides alimentaires et les dettes. Et justement, parlant de la dette, nous ne sommes pas responsables de la dette parce qu'il n'existe aucune richesse suffisante pour payer la dette de sang que nos aînés ont versée pendant la conquête des indépendances. Donc, refusons tous de payer la dette, mais faisons-le ensemble, mes chers pères africains. Faisons-le tous ensemble, parce que si je le fais seul, eh bien, vous n'allez pas me revoir dans le projet de regroupement panafricain, parce qu'ils vont me tuer. Alors, ils ne croyaient pas si bien dire. Encadré par qui? Et Yadema le père. Bongo le père, ou Fouet Boigny, eh bien, Blaise Serial Killer Compaoré est allé liquider le 15 octobre 1987, et nous sommes aujourd'hui à créer. Et vous voyez très bien, toute cette nébuleuse-là, ces gars-là ont décidé, ils n'ont même pas accepté le certificat de gens de mort de Sankara, dont ils disent, eux, qu'il est décédé dessus de mort naturelle, alors que toute la conscience internationale africaine savent que c'est que Sankara a été froidement et lâchement abattu par ces hommes-là, fabriqués dans ce que vous avez indiqué aux téléspectateurs tout à l'heure. Donc, 27 ans sont passés au niveau du Burkina Faso pour servir de base arrière, pour faire tout ce qu'on voit aujourd'hui dans la zone sahélo-saharienne, en se servant justement du Burkina Faso comme base arrière avec ce Compaoré-là, pour déstabiliser à gauche, à droite, éliminer à droite. Donc, à gauche, à droite. Donc, la révolution dont vous parlez, elle est rentrée au second plan, mais elle est en train de reprendre avec vous, Steve Jocelyn Goss, et puis tous les co-consultants et co-combattants qui sont sur les plateaux, sur les plateformes, mais en notant bien
que le premier chantier, c'est celui de la communication, c'est-à-dire la sensibilisation, l'information, l'éducation et la formation hardie des masses africaines pour qu'on ait la masse critique nécessaire et exigible justement pour aller affronter ce danger-là. Donc, vous comprenez que Sankara, nous sommes allés plusieurs fois sur le cimetière où on dit qu'on l'a enterré avant qu'on ne fasse ce cinéma pour dire qu'on va aller faire l'autopsie, voir un peu ce qui l'a poussé à mourir, puisqu'ils avaient dit qu'il était décédé dessus de mort naturelle, ce qui n'était pas le cas, comme je viens de l'indiquer. Donc, vous comprenez que Sankara était un grand homme, c'était l'espoir de la jeunesse africaine. Et de toute l'Afrique d'ailleurs. On avait compté sur lui, mais je note que François Mitterrand était dans la salle ce jour-là, et parce qu'il est arrivé en 81 en trimballant la gauche au pouvoir en France, en signalant qu'il allait mettre un terme au système, au réseau Focard, etc. Eh bien, quand Houphouët-Boigny et les autres lui ont dit non, nous on préfère rester dans les réseaux, il est revenu, il a dégagé Jean-Pierre Côte, qu'il avait nommé pour gérer cette affaire-là, et justement, il était dans la salle à Addis Abeba le 27 juillet 1947. Comme plusieurs autres chefs d'État également, qui sont encore au pouvoir aujourd'hui. Parce que 70% des chefs d'État qui sont encore au pouvoir aujourd'hui et qui jouent avec les constitutions après avoir fait l'amour très tôt le matin avec les épouses, parce que c'est leur propriété personnelle, eh bien 70% de ces chefs d'État étaient dans la salle ce jour-là en train de dire oui, mais et Harry derrière pour dire celui-là, il ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Et donc c'est eux qui ont encadré justement l'assassinat à la faveur du ponce pilatisme d'État sur le continent africain ces 40 dernières années. Merci beaucoup Patrice Samba pour cette première prise de parole. Albert Anatole Haïtien déclare haut et fort que le 29 juillet 1987, lors de ce discours du côté d'Addis Abeba en Éthiopie, Thomas Idiso Sankara était impitoyable contre les nordistes, comme ça qu'on les appelle d'ailleurs. Nordistes, c'est-à-dire ceux qui viennent du nord, parce que pour lui, jusqu'à preuve de contraire, ils ont toujours vécu sur les richesses du sud, et pour lui, il fallait justement un divorce entier et total. Mais écoute, il faut déjà indiquer que c'est vrai, Patrick a planté le décor, mais il a oublié un élément fondamental, à savoir que Thomas Isidore Sankara s'inspire Oumiobe. Il s'agit de Samora Machel, de Patrick Lumumba et surtout de Kwame Nkrumah. Et il avait pour parrain, dans le cadre de cette formation panafricaniste, il veut dire dans le cadre de la formation, dans la révolution panafricaniste, le guide libyen de l'époque, Muammar Kadhafi, oui. Donc, et bien évidemment, parce que, et c'est là qu'il a donc commencé à faire ses classes, c'est-à-dire qu'il était surpris de l'autonomie de la population libyenne vis-à-vis justement de la prédation internationale. Parce que tout à l'heure, lorsque Patrice Sapa parlait de la rupture, définissait la définition de la révolution, il s'agit justement d'une rupture, mais une rupture vis-à-vis de qui? Une rupture justement vis-à-vis de la France et de l'Occident d'une manière générale. Oui. Parce que justement, il est inconcevable que vous êtes riche, mais vous ne profitez pas de votre richesse, ce sont les autres qui profitent de votre richesse. Donc, il fallait donc engager cette rupture. Et justement, quand Sankara commence donc à prendre ses classes du côté de la Libye, il voit que comment un désert peut-il devenir un noisy. Il va donc là-bas, et finalement, c'était l'enfant de tout le monde, c'est-à-dire M. Sankara, qui s'est débarrassé de ses oripeaux de chef d'État, revenait, était devenu ce personnage ordinaire qui ne crée pas de mythe autour de sa personne. Et j'ai lu certains témoignages d'enfants, d'adolescents, qui étaient des révolutionnaires formés qui s'est au maniement des armes. Hein. Oui. Et c'est eux qui assuraient pour la plupart, n'est-ce pas, sa sécurité. Camarade. Justement parce qu'il fallait que, il était sûr que ce qu'il engage, enfin, il était conscient des dangers, des risques de son combat. Plusieurs fois, notamment, il a prophétisé sa mort dans cette fameuse tribune de l'OIA. Il a même encore prophétisé sa mort une seconde fois à la place des Nations, à Burkina Faso, où il disait que tuer, n'est-ce pas, Sankara, il en mettra au moins 100. Mais peut-on dire justement qu'après cela, il y a justement 100 Sankara qui sont nés? Je pense que, vous savez, lorsque les leaders d'une révolution sont décapités, il y a très souvent un sentiment de peur, des tergiversations. Oui. Mais ce qui s'est passé avec le départ, n'est-ce pas, de M. Blaise Compaoré, c'est une révolution. C'est une révolution parce que c'était quelque chose d'inacceptable. J'allais dire d'inimaginable.
sur le continent africain, mais c'est la révolution qui a fait partie Sankara. Blaise Compaoré, autant pour moi. Donc je pense que ce qu'il faut faire aujourd'hui, pour revenir à votre question, c'est quoi? Il faut réorganiser, n'est-ce pas, cette lutte-là. Parce qu'après ces moments de tergiversation, il faut la réorganiser, cette lutte. Et je pense que d'abord au niveau des sankaristes, c'est-à-dire au niveau des pionniers, il faut réorganiser cela parce qu'il ne faut pas que la révolution se limite au niveau du dépôt des gerbes de fleurs sur la tombe, n'est-ce pas, des combattants. Non. Il faut que, après, justement, les messes médiatiques, après le dépôt des gerbes de fleurs et toutes, n'est-ce pas, ces hommages qui peuvent être rendus avec, n'est-ce pas, les messes des requiem, il faut véritablement rentrer sur le théâtre du combat, c'est-à-dire s'organiser. Et je pense qu'aujourd'hui, il est plus que nécessaire, et vous à moi, nous constatons aujourd'hui que justement, le panafricanisme est en train de gagner du terrain sur le continent africain. Et ailleurs également, il ne faut pas seulement dire sur le continent africain. Nous sommes en Afrique, moi j'aime d'abord parler de ma chapelle. Oui. C'est-à-dire que je prêche ma chapelle. C'est-à-dire que le panafricanisme est en train de... On a également des Africains qui sont de par le monde et qui nous écrivent d'ailleurs tous les matins. Même les gilets jaunes qui sont en France, oui. Ils sont panafricanistes, hein, contrairement à ce qu'on croit. Mais les médias les présentent comme étant les altermondialistes, mais ce sont des panafricanistes. Parce qu'ils ne veulent plus, justement, il faut que les dirigeants français leur disent la vérité, parce qu'eux, ils sont conscients de ce que, justement, la politique française en Afrique, c'est une politique française redoutable, qui est anthropophage, autant pour moi, qui est cannibaliste, qui est destructif. Donc, ils le disent, c'est pour ça que, justement, ils sont muselés. Quand j'ai dit cela, c'est pour dire quoi? C'est pour conclure que, dans ce premier jet, pour dire qu'effectivement, la révolution est toujours en marche, peut-être pas avec la même ferveur que lors de ces premiers moments de démarrage, mais elle en marche. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, il y a un sentiment anti-français sur tout le continent africain. Ça veut donc dire qu'il y a une prise de conscience qui est en train de naître. C'est vrai que nous sommes envahis par ce que nous appelons généralement les nègres de maison. Eh bien, nous sommes envahis, mais je crois que la majorité va triompher. Je crois également que, pour revenir déjà dans le cadre du contexte burkinabé, où justement il y a ces leaders, ces sankaris-là qui doivent complètement porter le flambeau de la continuité de la révolution, je crois qu'il faut une sorte de réorganisation du mouvement panafricaniste de ce côté-là. Il faut qu'il se réorganise parce que j'ai eu dire qu'à l'intérieur même des sankaristes, il y a des fractures. Ça ne devait pas être comme ça, c'était pas ça. La vision, n'est-ce pas, du leader qu'on appelle Sankara. La vision, c'était quoi? C'est qu'il y ait un panafricanisme, qu'il y ait une révolution inclusive et endogène, donc totale. Il n'était pas question justement de faire comme tout à l'heure Sapar l'indiquait dans son coup de gueule, notamment parlant de la Côte d'Ivoire, où justement vous avez des individus qui vous donnent l'impression qu'ils ne sont pas du tout d'accord, mais en même temps, ils sont en train de se prosterner devant le même Dieu qui est, n'est-ce pas, l'impérialisme occidental, et qui sont des pions. Je prends le cas de celui que vous appelez Kakabe. Kakabe, il a reçu tout récemment beaucoup d'argent, un homme politique qui a des loyers, et il y a un gros problème. Hein. Bon, c'est juste une parenthèse. Merci, on vous comprend. On a pour chuter. Vous l'avez déjà dit, allons-y. Mais pour chuter, je pense qu'il y a urgence, n'est-ce pas, à remobiliser les troupes. Il ne faut pas que ces héros soient morts pour rien. Éric Bepin-Bikaï, on va pas quand même parler de Sankara tout en disant, bon, c'était un très grand héros d'ailleurs pour tous les Africains, mais il était également entouré de naïfs, de personnes qui ne comprenaient pas encore ce qu'il portait comme révolution, de naïfs et sans oublier également de traîtres autour de lui. Sans oublier qu'il faut quand même dire que Blaise Compaoré n'était pas seul autour de lui. Généralement, dans ce type de projet, on a toujours des gens qui t'entourent et puis qui ne font pas la différence entre le courage et l'idiotie, forcément. Parce qu'à un moment, on s'en mêle un peu le pédale. Il ne faut pas oublier que le projet Sankara s'est étalé sur 5 ans. Et au sortir de ses formations à l'école militaire interne de Yaoundé, il faut rappeler que c'est l'une des écoles militaires du continent les mieux structurées. Oui. Donc, il ne formait pas à cette époque-là, et même maintenant, des éléments qui peuvent ne pas être considérés comme étant les éléments de qualité. Donc Sankara en est un fruit. Et nous en sommes fiers de cette école-là, justement. Donc, il ne faut pas oublier que lorsqu'ils arrivent, ils font le coup d'État à Jean-Baptiste Ouédraogo en 1983.
Au départ, il n'est pas choisi pour être celui-là qui doit diriger la junte au pouvoir. Spontanément, ses pairs estiment qu'il a les qualités nécessaires pour pouvoir mener à corps et à cri cette révolution-là. Oui. Et la plupart des révolutions, soit elles sont spontanées, soit elles sont pensées. Peut-être dans le cas du Burkina Faso, c'était une révolution spontanée où seul, peut-être Sankara et un certain nombre de cliques de personnes ou de personnalités avaient une vision de ce qu'on voulait faire du Burkina Faso. Déjà, il a planté le décor en changeant la dénomination de ce pays de Haute-Volta à Burkina Faso, pays des hommes intègres. Il a fait un certain nombre de choses. Mais il ne faut pas également oublier qu'il a inscrit sa révolution, du moins sa révolution sur plusieurs pans. Peut-être à un moment, ça a été difficile parce qu'il y avait d'abord une révolution sociale qui, jusqu'aujourd'hui, qui par contre, elle a porté des fruits parce que la socialisation que Sankara a apportée au début des années 80 au Burkina Faso est ressentie de nos jours. Parce que quand vous arrivez au Burkina Faso, vous sentez quand même des hommes disciplinés en termes de notions civiques. On ne viole pas les feux de signalisation, même si on est avec sa bicyclette. Il y a un certain nombre de choses qui sont un peu, qui reviennent. Il y a le communautarisme, c'est-à-dire le fait que les gens travaillent ensemble pour produire des résultats. Il ne faut pas oublier que Sankara fait construire un chemin de fer entre Ouagadougou et Bobo Dioulasso, presque avec les mains, avec l'apport de la population. Chacun ramassait les pierres à gauche, l'autre cassait, ainsi de suite. Ce sont des faits d'armes. Il a instauré le nettoyage collectif au sein des populations. Bon, il ne faut pas également oublier qu'il a redonné la dignité à la femme à l'intérieur de cet espace-là qui était un espace conservateur lié aux traditions. Très tôt dans son organigramme, les femmes ont joué un rôle fondamental, que ce soit au pays ou à l'international, où elles ont porté la voix du nouveau pays Burkina Faso. Et il en a encore aujourd'hui qui sont encore inscrits dans le circuit des institutions internationales et qui présentent des résultats auxquels le Burkina Faso et l'Afrique peuvent être fiers. Bon. Donc, ça veut dire que ce sont un peu les éléments sur lesquels on peut s'appuyer pour pouvoir faire une évaluation de la révolution sur le guide Sankara, disons ça comme ça. Mais ça a aussi été difficile parce qu'il ne faut pas oublier, on le dit, tout le monde le dit, que la souveraineté d'un pays se mesure sur deux choses. Il y a sa monnaie, mais il y a également la capacité de ce pays-là à avoir une langue. Et quels qu'en soient les cas, quel qu'en soit l'axe sur lesquels les Africains vont inscrire la lutte, ceux, notamment de l'Afrique francophone, qui ne peuvent pas être capables d'avoir la monnaie et d'avoir la langue, il y aura toujours des soubresauts par rapport à l'élévation, du moins à l'implémentation des idées que les différents leaders peuvent concevoir. Ça a été le cas de Sankara. Tout le monde a compris que sa principale difficulté était liée au fait qu'il ne disposait pas suffisamment de ressources pour pouvoir implémenter sa raison. Mais il a également été beaucoup aidé dans cette tâche-là. Il s'est rapproché par exemple du leader cubain, qui lui a apporté son expertise technique, notamment au niveau de l'assistance médicale. Il s'est rapproché de l'URSS, qui n'était pas encore démantelé à cette époque-là, qui eux également ont apporté de leur aide pour implémenter la vision de Sankara. Mais visiblement, ce n'était pas suffisant parce que lui, il a compris très tôt que s'il était seul à s'engager dans cette voie-là, il devait se faire guillotiner. C'est la raison pour laquelle il tient ce discours lors du sommet de l'OUA le 29 juin 1987. Voilà, où il dit à ses pairs qu'il est question aujourd'hui de se mettre ensemble et de refuser de payer la dette. Parce qu'en réalité, comme disait Sapak tout à l'heure, il y a une dette morale que les Occidentaux nous doivent. Il y a d'abord la dette de la décolonisation avec des milliers de morts, mais davantage, il y a la dette de l'esclavage. Parce qu'on veut toujours chiffrer cette dette. Mais on ne parvient pas à être capable de pouvoir quantifier combien les Occidentaux doivent aux Africains par rapport simplement sur le seul pan de l'esclavage. Il ne faut pas oublier qu'eux, ils ont battu leur fortune à partir de cette histoire de l'esclavage. Parce que les plus grosses fortunes occidentales aujourd'hui ont pris naissance à partir du trafic des êtres humains sur l'Atlantique, au niveau de l'Atlantique. Donc, ce sont des réalités que Sankara posait à cette époque et les réalités que ses pairs de l'époque ne percevaient pas. Parce qu'il ne faut pas oublier, j'ai toujours cette vidéo en image. Après le discours de Sankara, la première personne à se moquer de Sankara, c'est le président Mobutu. C'était visible. C'était la première personne à se moquer de lui. Nous dire que le petit s'y raconte quoi. Mais ce qui est encore frappant dans la vision de Sankara, c'est son extrême jeunesse. Mais également sa haute culture. Parce qu'il avait eu le temps de s'en foucher. Dans le léninisme, il avait compris, essayé un peu de faire une jonction entre toutes les idéologies et de choisir la voie du Burkina Faso. Donc, je me réjouis aujourd'hui que le monde universitaire commence à comprendre
l'impact intellectuel que Sankara a apporté sur l'émancipation du peuple africain. D'ailleurs, le professeur Jean-Emmanuel Pondu, qu'on ne présente plus, a commis un ouvrage en 2016 intitulé Thomas Sankara et l'émergence de l'Afrique au XXIe siècle. C'est aux éditions Afrique Éveil, un document de 194 pages, où il plante le décor en disant que il ne faudrait pas qu'on pense qu'on peut se construire une Afrique sans toutefois se focaliser sur un certain nombre de personnes ou de personnalités qui ont marqué l'histoire de l'Afrique. Et parmi ces personnes et ces personnalités-là, il y a justement rendu hommage à Thomas Sankara. Donc, c'est tout ce que je pouvais dire pour ce grand homme. Malheureusement, le fait que, pour revenir un peu à l'histoire sud-africaine, il ne faut pas oublier que pendant la lutte contre le mouvement anti-apartheid en Afrique du Sud, il y avait bien un peuple qui était contre la bande à Mandela. C'était le peuple Zulu, notamment le roi Zulu. À un moment, après sa titrée, lorsque le roi sortit son arme pendant une manifestation contre un compatriote noir, en disant de quel côté de l'arme es-tu? Donc parfois on peut se poser la question de savoir de quel côté de l'arme se situent effectivement les Africains. André Blaise. Il y a deux éléments que je voulais mentionner rapidement. Oui. Oui, pour qu'on ne perde pas, parce que nous tous on peut oublier, c'est que Sankara était un visionnaire. Il a été le premier président africain à parler de la déforestation et des changements climatiques. Donc ce que nous vivons aujourd'hui, qui est devenu un patrimoine mondial prétendument, et on organise les COP 21, COP 28 et COP 68, parce qu'ils doivent énormément à la nature. Donc ils veulent que l'Afrique les aide à payer la dette. Or Sankara avait déjà balisé le chemin en même temps qu'il a changé les véhicules de pension en Renault 5 et réduit les salaires de tous les ministres pour dire que personne ne va plus voyager en première classe. Tout le monde va rester en classe économique pour éviter d'aller dépenser. Parce que quand l'avion décolle, tout le monde décolle au même moment. Donc ceux qui sont en classe affaires et en classe économique, c'est au même moment qu'ils décollent. Et lorsqu'ils atterrissent, c'est encore au même moment qu'ils vont atterrir. Il est inutile d'aller dépenser l'argent du pauvre contribuable parce qu'on veut bénéficier des avantages plantureux en classe affaires. André Blaise Sama, il faut également préciser que Thomas Sankara avait une originalité, celle de travailler justement avec les populations, construire des routes avec des mains, construire des chemins de fer avec toutes les populations. On a l'impression que l'exemple qu'il a laissé, les autres chefs d'État sont justement passés à côté. Amoureux de son peuple. Je peux penser peut-être qu'on peut résumer tout ce qu'on a dit en amour pour son peuple. L'amour, en ce sens, Monsieur Ngos, quand vous aimez votre peuple, il y a des choses qui se font naturellement. L'amour est ce qui nous manque et qui manque à plusieurs leaders. L'amour de l'Afrique. Faire naître l'Afrique en soi. Est-ce que nos dirigeants nous aiment? C'est cet amour qui pousse Thomas Sankara à éduquer son peuple. Et je vais m'adresser à une formation politique. Se révolter pour le compte d'un peuple ignorant revient à s'immoler par le feu pour éclairer le chemin à un aveugle. J'espère que cette formation politique va comprendre la portée de qui était Thomas Sankara. Parce qu'il y a des professeurs au Cameroun, il y a des intellectuels, mais beaucoup n'ont pas compris qu'il faut d'abord éduquer son peuple, le prendre à corps, faire en sorte qu'il y ait une grande masse critique. Oui. Et je vais remercier M. Anatole Aïssi qui a dit que Ruben Oumiobe était la lumière de Thomas Sankara. Si Thomas Sankara est un saint, Oumiobe alors on vous comprend parfaitement. C'est un très grand saint. En fait, je voudrais revenir en disant que l'impérialisme, la colonisation, étaient des choses qui allaient contre les intérêts. C'était des menaces sur nous. Jusqu'à présent même, pourquoi je cause la langue française? Mais les français, moi si que français. Mais les samandré blessi quoi kasi bonga si bien morozom binga si a où? Oh oui. Et c'est pour cette raison que Thomas Sankara s'indignait du fait que l'Africain continue de consommer ce qui n'est pas à lui. Nos parents ont inventé de très belles langues. Moi, j'étais très fier de votre plateau hier où M. Patrick Sapak a si bien révélé l'importance des civilisations africaines. Vous avez marqué, comme ça avec M. Aïssi, comment les Africains mangent assis sur une table et tout le monde dans la même assiette. Parce que ça crée des affinités. C'est ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Mais les Camerounais vont copier avec les fourchettes, avec et ceci. Et quand ils sont assis, ils tournent le dos comme ça. Ils mettent le poison dedans.
Nous rions, mais c'est la réalité. L'individualisme est déjà très développé et il est temps d'être amoureux de l'Afrique. Comme vous êtes amoureux de DBS, monsieur Ngos. Je suis amoureux de l'Afrique. Vous êtes amoureux d'abord également de ce travail que vous menez. Parce que, je ne vais pas vous mentir, je vois le cadre dans lequel cette émission se déroule avec l'interactivité en arrière-plan. On voit certainement le réalisateur va m'envoyer la photo de l'université, la plaque inaugurative du monument de Thomas Sankara, l'université Thomas Sankara. L'université même. Peut-être il faut rappeler que quand on parle des monuments, aujourd'hui, chacun peut, même si la communauté urbaine est devenue la mairie de Douala, chacun peut fabriquer son petit monument porte-clés. N'attendez pas, parce que quelqu'un comme Kémy Seba disait, ce que les dirigeants ne feront pas pour leur peuple, le peuple le fera pour lui. C'est les intérêts des Africains qui sont mis en jeu. La monnaie qui est encore en cours, Poemi Tchinja m'avait si bien élaboré, au Sende Afana, le chantier pour sortir. Est-ce que les amoureux, je m'adresse en ce moment à nos forces de défense camerounaises, est-ce qu'il manque de l'amour? Je ne demande pas qui verse bain de sang un jour dans ce pays, jamais. Moi, je ne peux pas, je ne suis pas contre, je ne suis pas pour les coups d'État. Mais je dis, s'il y a suffisamment d'amoureux de nos forces de défense, et je remercie toutes les forces de défense qui ne m'ont jamais frappé, qui ne m'ont jamais giflé, qui ne m'ont jamais manqué de respect. Je remercie tous ces grands qui sont dans les forces de défense et qui ont compris que Thomas Sankara avait raison, c'est-à-dire qu'un militaire sans idéologie politique est un criminel. En puissance. Parce que ça n'en est pas un violent. D'abord, quand je propose la réhabilitation de nos grandes figures, ça va de l'intérêt de nos forces de défense. Il y a un grand général comme Kodi Jacob, comme Douala Massango, qui avait refusé de tirer sur les populations en février 2008. Voilà quelqu'un qui doit avoir son monument au Cameroun. Il y a des personnes dans l'armée camerounaise, le lieutenant Ndomken. Pourquoi aujourd'hui ils ne sont pas honorés? Et ces hommes qui sont régulièrement en train de faire des patrouilles dans la ville, en ce moment le phénomène des microbes, ça fait feu. Toutes ces personnes devraient avoir ce que j'appelle un accompagnement dans ce qu'ils ont comme mission. Parce que c'est ça montrer que la méritocratie aussi peut exister. Je vais profiter pour remercier Emmanuel Pondi qui a fait venir Myriam Sankara, l'illustre épouse de Thomas Sankara. Et c'était à l'hôtel Sawa. Pour ceux qui vont regarder ma page Facebook. C'est elle qui a préfacé le livre de pour ce Emmanuel Pondi. Exactement. Alors, lors de cette de ce grand événement à l'hôtel Sawa, j'étais si content d'être à côté de Madame Myriam Sankara. Et qu'est-ce que j'ai remarqué? Cette femme, malgré le temps qui passe, elle avait un bon niveau pour pouvoir continuer même la lutte. Et ne nous étonnons pas qu'un jour même elle soit peut-être président de la République au Burkina Faso. Ce serait même de légitime. Parce qu'elle est aimée par le peuple burkinabé. Ce que je voudrais dire, c'est que 33 ans après, si le peuple burkinabé a réellement eu la grâce d'avoir ce sang, moi je suis burkinabé, hein. Il ne faut pas que quelqu'un dise que Sama est camerounais. Moi je déteste le nom Cameroun parce que ça vient de rivière des crevettes. Je ne peux pas m'identifier à une crevette pendant que d'autres... Donc si les Portugais arrivaient ici et ils trouvaient les rats, on allait dire voilà le rat tient. Non, moi je ne suis pas un rat, je ne suis pas une crevette. Je suis un fils de Oumiobe, je suis un fils de Douala Mangabel, je suis un fils de l'Afrique profonde, je suis le frère de Patrick Sapak, je suis le frère de M. Ngos. On ne peut pas m'attribuer un nom parce que dénommer quelqu'un, c'est également faire une influence sur son avenir. C'est pour ça métaphysique. Oui, merci, monsieur Sapak. Il a trouvé tout est clair. C'est spirituellement que les Camerounais sont captifs. Il ne faut pas aller par derrière. C'est-à-dire que si le Burkina Faso aujourd'hui, pays des hommes honnêtes, et Patrick Sapak l'a révélé dans sa prise de parole, un pays qui était extrêmement malhonnête, parce qu'il y avait des gens qui étaient toujours des larbins. Et moi, je voudrais peut-être revenir sur ce que vous avez dit. Thomas Sankara n'est pas venu au Cameroun pour apprendre à faire les coups d'État. Il est venu apprendre à aimer son peuple. Puisque son professeur, c'est Ruben Oumiobe. Oumiobe était un amoureux. Pourquoi Oumiobe n'a pas fait un coup d'État? Peut-être on va dire parce qu'il n'était pas dans l'armée. Donc, Issama ne peut pas entrer dans l'armée. Non. Quand vous aimez votre peuple, il y a plusieurs manières de le démontrer. Justement. Et je vais terminer par la jeunesse. Oui. Est-ce que cette jeunesse s'approprie, à juste titre, ce que vous êtes en train d'avoir comme si grande lumière? Parce que c'est une lumière. La lumière, on ne la met pas sous la table.
on la pose sur la table. Et ça éclaire les invités, ça éclaire tous ceux qui viennent. Quand on arrive à Douala, qui est à la tête des grandes décorations? C'est un type qui est en prison là-bas à Bonanjo, Leclerc. Mais s'il s'appelle Philippe Autocloc réellement, il ne fait pas partie des héros du Cameroun. Il a été un homme qui a chosifié, banalisé la vie des Noirs. C'est pour dire quoi? Si les Camerounais réellement, qui sont dans l'armée, acceptent de procéder à la décoration digne de nos espaces publics, tous ces monuments des colons vont disparaître. D'ailleurs, dans tout le monde entier, tous ces monuments tombent. On met plusieurs monuments des grands noirs, des femmes noires, parce que ce sont les Noirs qui ont aidé la France à se séparer de Hitler. Mais aujourd'hui, malgré la mesure de M. Emmanuel Macron, il y a très peu de maires qui ont accepté de faire ce que Emmanuel Macron a dit. C'est-à-dire que donner aux anciens combattants la valeur sur les espaces publics. Il a dit ça. Et quand il dit en Algérie, la colonisation doit être considérée comme un crime contre l'humanité. Pourquoi est-ce qu'on doit donc célébrer les criminels? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui va être encore honteux pour l'Africain? Après plusieurs années prétendues d'indépendance, nous sommes déjà en train de passer à 50, 60. Mais nos frères de la partie du nord-ouest, sud-ouest, qui se sont ramenés vers nous, les papas Ndetoumaza avec One Cameroun, pourquoi n'ont-ils pas leur nom sur les rues? And all those who have the sharing of the French language, how could not be able for us to easily write on the street of Douala street instead of rue? C'est un problème. La discrimination, même la monnaie que nous utilisons, pourquoi il n'y a rien écrit en anglais? La Constitution nous propose d'avoir une monnaie qui soit bilingue. Merci beaucoup, André Blaise Zama, pour sortir rapidement. Je suis très content de rappeler que lorsque Thomas Sankara dit l'OUA ne peut être au service de l'Afrique tant qu'elle ne combat pas l'impérialisme, le colonialisme et même le sionisme. Merci beaucoup. Et justement, jusqu'à preuve de contraire, on se pose bien des questions sur l'OUA, justement, pour ne pas dire l'Union africaine. Messieurs, permettez-moi de lire quelques messages avant de revenir à vous pour conclure justement cette édition de DBS Matin de ce vendredi. Je sais, oui, bon, vous verrez bien. Bonjour DBS, c'est Latifou Mola depuis ce côté au Togo. Courage à vous, Thomas Sankara était et est et sera, voilà, c'est ce qu'il a déclaré d'ailleurs, c'est ce qu'il écrit, et sera toujours la flamme de la révolution africaine de toutes les générations. Mais il avait été mal compris, même aujourd'hui il est toujours par certains Africains, mais cela lui a empêché d'essayer, ne lui a pas empêché d'essayer. Il n'avait eu le soutien de ses pairs présidents d'alors parce que d'un côté, le blanc était toujours dans ses manigances de division des Africains avant son assassinat, le blanc lui a durci, lui a noirci auprès des autres présidents autour de lui. Par exemple, en septembre 1986, une attaque était orchestrée contre Eyadema Gnassingbé du Togo et les sources lui révélaient que c'était monté par Thomas Isidore Sankara et Rawlings du Ghana. De l'autre côté, vous verrez que tous les présidents étaient tous au même niveau de dignité, de patriotisme, de leadership, et ce jusqu'à nos jours, mes frères. Allons seulement et plus d'optimisme. L'unité d'action viendra un jour. Merci à vous. Merci également à vous, Latifou Mola, ce matin pour votre réaction. Bonjour DBS, bonjour le panel, très bon thème. Ce matin, la mort de Thomas Sankara a été une tragédie pour la jeunesse africaine et le précaré français a été complice de son assassinat. Ma question ce matin au panel, n'est-il pas possible pour nos États d'informer les populations sur les accords de coopération et ensuite organiser un référendum pour qui ou pour oui ou non, si on doit continuer avec ces accords qui tuent les Africains de l'Afrique, les enfants de l'Afrique. Bonne continuation. Richard de PK19 Abassa. Je vais rapidement vous poser la question, Albert Anatola, ici. Pourquoi est-ce que les chefs d'État africains ne peuvent justement pas prendre l'initiative de faire un référendum, de demander aux populations s'il faut justement éliminer les accords léonins avec la France et les autres occidentaux et pour que la population réponde par oui ou par non? Qu'est-ce qui empêche d'ailleurs ces chefs d'État de le faire? On n'a pas besoin d'un référendum pour ça. Tout le monde vit, n'est-ce pas, subit les conséquences de ces accords léonins que vous évoquez. Donc on n'a pas besoin d'un référendum pour ça. Tout le monde, les populations savent que le franc CFA c'est tout sur les monnaies et elle ne nous appartient pas cette histoire-là. Les populations savent que nos richesses sont pillées. Mais il faut une décision quand même. Il faut ratifier une décision. Oui, disons que
la décision le référendum ne doit pas être organisé dans le cadre de la rupture des accords léonins. C'est ce que Thomas Sankara demandait. Il a demandé haut et fort ce jour du 29 juillet 1987. J'y arrive. Oui. C'est trop long. Ça a été trop long. Oui. C'est le temps que nous, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes infiltrés, envahis. Vous allez avoir des cacophonies qui vont être manipulées, ou peut-être les états même des référendums peuvent être manipulés. Non. Par contre, là, on a besoin d'un référendum. Et là, c'est juridique, c'est politique. C'est au niveau, par exemple, de la monnaie. Et encore que même là-bas, on n'a pas besoin d'un référendum pour avoir sa monnaie. Deuxième chose, et là, c'est le plus gros problème en fait. Il faut une intégration continentale, et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas encore le cas, Patrice. C'est pas votre réaction rapidement? Les chefs d'État, les chefs de cantons français et occidentaux à la tête de nos États ne sont pas arrivés par le couloir normal, celui de la perfusion du suffrage populaire. C'est de ça qu'il est question, Steve Jolin. Vous savez, la sérénité, la fluidité dans la pose des politiques publiques fonctionne de la manière dont on arrive au pouvoir. Vous n'allez pas demander aux gens qui ont bénéficié justement de ces accords bidons et bizarres que l'on a actés avec ces bandits internationaux de venir justement, puisque ce sont ces bandits internationaux qui les ont installés. Si vous regardez dans le précaré français, puisque à ce moment-là, on ramenait justement le Burkina Faso dans le précaré français, eh bien, ça a été des premiers ministres qui n'avaient aucune légitimité, qui ont signé des accords de manière illégitime et illégale parce que signés entre des pays qui n'étaient pas encore souverains, c'est-à-dire qui étaient sous tutelle, et l'un pays souverain, la France. Donc, c'est des accords nuls et faits. Mais eux, ils ont la France à mécanisme. Soit les escroqueries politiques et les banditismes démocratiques d'exil en élection, comme je disais tout à l'heure, pour ce qui se passe en Guinée-Conakry et en Côte d'Ivoire, oui. Ou alors par des coups d'État, parfois sanglants, ce qui nous a amené au bilan désastreux que j'indique souvent. 69 coups d'État avec 29 leaders et présidents assassinés. Donc, ces gens qui arrivent, ils ne sont pas redevables des populations, mais plutôt redevables des mécanismes qui les ont amenés au pouvoir. Alors, parmi les mécanismes, justement, il y a ces blocages structurels. France CFA, contre des opérations, l'autonomisation des banques centrales, des choses comme ça, ils ne peuvent pas s'y attaquer parce qu'ils savent qu'ils tiennent leur pouvoir dans cette affaire. C'est pour ça que j'ai parlé de démocratie qui se brise constamment en morceaux face à des hommes déterminés à se fossiliser au pouvoir, en notant que la plupart des pays du monde se revendiquent la démocratie parce qu'elle recouvre un ensemble de valeurs. État de droit, respect de la loi, séparation de pouvoir, alternance au pouvoir, égalité, etc. C'est une école de gestion des contraires qui enseigne à des personnes qui n'ont pas toujours la même vision des choses, la même conception de la vie, à vivre ensemble, à se tolérer mutuellement. Donc il faut écouter les autres. Mais quand vous avez des pouvoirs soliloques qui ne s'écoutent que même, totalement usés par la brutalité de la corruption, totalement aveuglés par des alliances sataniques et le violent désir de conserver leur position, eh bien, ils sont inaptes à faire ce que vous êtes en train de dire. Et donc, je dis à notre frère APK19 que c'est techniquement impossible tant qu'on a des hommes liges à la tête de nos États, parce que c'est eux qui tiennent la volonté politique. On vous a compris. Encore il faut préciser que lors de la signature de ces fameux accords léonins, les pays africains n'étaient représentés que par la France signait des accords avec la France. La France signait des accords avec la France, on vous comprend parfaitement. On a vu le cas justement du côté du Congo à cette époque. Messieurs, on va revenir avec vous dans un instant. Allez-y. Je voulais rien par rapport aux accords. Il ne faut pas oublier que les accords peuvent être rompus à tout moment. N'oublions pas, par exemple, rappelons-nous de l'accord signé entre l'Éthiopie et l'Italie qui a conduit à la bataille d'Adowa le 5 mars 1896. Justement, c'est que l'Éthiopie signe un accord d'amitié avec l'Italie. L'Italie transforme cet accord en araménien. L'Italie traduit cet accord en accord de protectorat et ramène le texte en italien pour présenter ça au roi Ménélique II, qui lui dit que mon ami, j'ai signé un accord d'amitié et non un accord de protectorat. Ça n'est suivi la bataille d'Adowa qui a abouti à l'humiliation de l'Italie sur cette partie de l'Afrique-là. Donc, les accords, on peut les rompre à tout moment, à partir du moment où elles ne nous apportent pas grand même si ces chefs d'État sont en prison. Et il y a aussi un élément à évoquer. Rapidement, hein. C'est que les accords ont été signés à cette époque entre la France et la France. Il ne faut jamais l'oublier. Mais pendant ce temps, les chefs d'État sont en prison. On va revenir. Ils sont en prison, ils sont coincés à l'intérieur de ces accords-là, auxquels eux-mêmes, ils ne se reconnaissent pas. Merci, monsieur. Bonjour, bien spécialement à Papa Issama. Je salue votre immense sagesse. Nous vous voulons sur le plateau le plus souvent. Bonne journée à tous. Boris Chapelle-Siméon à Yaoundé. Merci également à vous, hein, Boris, depuis Chapelle-Siméon à Yaoundé. Bonjour à vous. Je voudrais dire que ce que vous dites, c'est ce qui vous fait.
Ce que vous dites, c'est ce qui vous fait. Parce que il faut donner le bon exemple. Ulrich de l'Entrebil. Bon, Ulrich de l'Entrebil. Bon, je comprends pas ce que ça signifie. Bien. Le bonjour à vous sur le plateau, un bonjour particulier à monsieur Haïtier, merci à DBS pour la conscientisation des Africains en général et des Camerounais en particulier. Stanislas depuis Marois dans l'extrême nord du pays ce matin. Bonjour à tous sur le panel, c'est monsieur Otoyaoundé Foulane. Mon coup de gueule s'adresse encore et toujours à ces sociétés qu'au départ s'appelaient E2C, ensuite Eneo et actuellement Sonel. Qu'elles rétablissent le courant électrique à Fifina village situé à 30 km de Kribi Axe et à Kribi. 9 semaines sans courant électrique. Pardon, Eneo, boss. À propos de Sankara, de Thomas Sankara, on ne peut pas célébrer ce 33e anniversaire sans rendre un hommage appuyé au président Sassou Nguesso qui a été informé par la Russie de la décision prise par Paris d'éliminer Thomas Sankara. Le Burkina Faso avait été coupé téléphoniquement du reste du monde. Sassou Nguesso a dépêché son ministre des Relations extérieures, allait le dire à Thomas Sankara, comme il l'a fait escale à Abidjan où Fouette Boigny a fait annuler tous les vols en partance pour le Burkina Faso. Merci en tout cas pour cette information ce matin, monsieur Otou depuis Yaoundé, précisément à Ifoulane. J'espère que le courant va revenir depuis quelques semaines, ça fait 9 semaines déjà. Bonjour le très grand journaliste Ngos et à tout le panel sur la meilleure des chaînes en Afrique. Lorsque les Africains quitteront les églises, les mosquées et toutes ces religions importées, l'Afrique se lèvera. Thomas Sankara, puisqu'on parle de lui, est toujours vivant en chaque Africain. C'était un véritable prophète. Les mots me manquent lorsque j'écoute encore ses discours et surtout celui qu'il a fait à l'OUA et il a prédit sa mort. Mais c'était plutôt la naissance éternelle. Je crois qu'une nouvelle Afrique naîtra, dirigée par des Sankara, Kadhafi, Mugabe, Lumumba, Oumniobé, Sékou Touré et Tessera. Bonne journée à vous les Sankara du micro et des plateaux. Bayan, le patriote depuis Douala. Merci également à vous Bayan, ici même à Douala. Bonjour à vous sur le plateau. Pour moi, c'était pas un coup d'État, ni même une révolution, c'était plutôt une trahison. Blaise Compaoré avait trahi Thomas Sankara, c'est Machiavel. Bon, pour lui, ça reste demeure une trahison. Voilà, tout le monde le sait. Hommage à Thomas Sankara, il y a 33 ans, le 15 octobre 1987, le grand Thomas Sankara était lâchement assassiné sous l'ordre de l'impérialiste de la République française coloniale par le psychopathe François Mitterrand. Thomas était un homme politique et un chef de l'État panafricaniste, résolument anti-impérialiste, un dirigeant et un leader intègre et exemplaire. Il est de notre mémoire. Nous rendons gloire à son œuvre en tant que militant. Nous rappelons que nous appelons constamment à la perpétuation de ce Thomas Sankara. Ce que Thomas Sankara a initié en son temps en allant parvenir à nos libérations complètes. Vive la révolution panafricaine, Sankaris Adamou depuis Marois. Bonjour le plateau et merci à DBS TV. Je crois que la révolution traîne toujours parce que les vrais héros entre Thomas Sankara sont partis tôt, malheureusement, à Zer depuis Agoé au Togo. Bonjour DBS, bonjour au panéliste. La révolution de Thomas Sankara est en marche plus que jamais aujourd'hui et demain. Hier, Sankara était marginalisé et les populations africaines ne comprenaient pas encore certaines choses. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de maturité des Africains sur les enjeux de l'Afrique et du monde. Nous devons plus que jamais par le passé nous battre pour couper le cordon ombilical qui nous lie encore et amorcer le développement de l'Afrique. Bartel depuis la Haute-Savoie, c'est en France. Merci également à vous, Bartel depuis la Haute-Savoie ce matin. Bonjour le panel. Bravo à monsieur Momo d'être vêtu, pas Momo, c'est monsieur Esama, d'être vêtu ancestralement. Il lui reste ses lunettes, sa montre et certainement son slip Moulium Emmanuel de Bomonoba Bengue. Bon, apparemment on vous connaît comme ça. Bon, d'accord. Bonjour Steve et tes deux mousquetaires. Le Covid-19 nous a ouvert les yeux. Il faut que nos vaccins soient made in Cameroun. À quoi servent nos docteurs en doctorat et nos professeurs en professorat? Nous agrégés en Ils nous agrégés en agrégation. Nos vaccins doivent être endogènes comme la majorité de nos maladies infantiles. Thomson errant depuis Douala, ici même à Bédi. Voilà, on vous comprend. Bonjour monsieur Ngozo Morceau en vidéo de ce matin m'a vraiment fait couler des larmes. Je comprends pas ce qu'ils disent, mais c'est très touchant. Que Dieu te bénisse encore et encore. Ma panne, Tombok, Joseph à Douala. Bon, d'accord. Si vous êtes dans les mapas, tant mieux, hein.
Messieurs, revenons justement sur le sujet qui nous intéresse ce matin. On a encore 30 minutes pour sortir de cette édition de DBS la matinale. Je pense à vous tous, vous allez le faire comme ça. C'est pas tous les jours que vous allez avoir ça d'ailleurs. Messieurs, on parle de Thomas Isidore Sankara, 33 ans après sa mort. Je me pose bien la question de savoir, après 33 ans, est-ce qu'on a eu également, depuis 33 ans, est-ce qu'on a justement la tête et qui en a assassiné justement en octobre 2011? C'est une très importante question et pertinente, d'autant plus que le peuple, quand on ne voit pas de justice sur ce qui se passe sur les héros, le peuple continue d'avoir peur. Rappelez-vous que l'histoire a été écrite par les vainqueurs. Malheureusement, ces vainqueurs, c'était des personnes qui n'étaient pas dans la logique humaine. C'était le colonialisme, c'était l'impérialisme, c'était des criminels. Et un criminel ne peut pas être un vainqueur parce que l'histoire va toujours rattraper ce criminel, ce Focard, ce général Lambertoum, ce Mitterrand, je parle de toutes ces personnes et je pense que Blaise Compaoré regarde cette émission. Sarkozy. Oui, Nicolas Sarkozy, j'espère qu'il regarde cette émission pour comprendre qu'à un moment donné, l'histoire les jugera et l'histoire exigera que nous fassions des réparations. Donc, quand on est en train de parler de ces autres héros qui ont été fabriqués, il faut déjà commencer par rendre justice à ceux des nôtres. Rendre justice à Thomas Sankara, c'est rendre justice à Ruben Oumyobé. Rendre justice à Ruben Oumyobé, c'est rendre justice à Douala Mangabel, à Lok Priso, à Kouma Mbappé, à tous ces grands Adama qui avaient créé Adamawa, à tous ces grands, faire connaître l'histoire de l'Afrique. En fait, il y a un véritable déni de notre histoire. Nous n'avons pas écrit notre histoire. Allez voir les livres d'histoire qui sont actuellement en programme. Nous sommes en pleine rentrée scolaire. Monsieur Ngo, c'est honteux. Vous allez voir combien de phrases parlant de Thomas Sankara, par exemple. Combien de mots parlant de Dingoso. On parle de la justice en ce moment. Quels sont les juges qui ont un jour dit, nous allons écrire à la France pour obtenir réparation de ce qui s'est passé sur Oumyobé. À quoi servent les juges qui sont à la solde, qui soient toujours à la solde de l'impérialisme et du colonialisme? Il y a des juges qui pouvaient s'auto-saisir. On connaît très bien ce qui a fait assassiner, empoisonner Félix Roland Moumié. C'est William Bétienne, même à titre posthume. On pouvait avoir des juges. Vous voulez me dire qu'il n'y a aucun juge au Cameroun qui peut s'auto-saisir? Monsieur Laurent Esso, c'est une honte. Vous faites honte à l'Afrique de ne pas avoir des magistrats capables de faire ce qu'on appelle remettre la période historique. C'est même France 2 qui sont encore les documentaires, où on nous montre qui sont même les véritables artisans de la mort de nos héros. Ce n'est pas parce que quelqu'un est mort qu'on ne peut plus juger. Il y a ce qu'on appelle le jugement à titre posthume. Il y a une urgence à faire des justices et des réparations pour que les peuples continuent d'avoir d'autres héros. Ne pensez pas que vous allez avoir d'autres héros sans avoir justice pour nos propres héros et surtout ceux qui se sont battus pour notre liberté, pour notre indépendance et surtout pour que nous ayons cette parcelle de terre sur laquelle nous pouvons justement vous présenter cette émission de DBS. Et quand on sait que la peur est ce qui remplit le cœur des enfants, quand un enfant, même dans l'histoire de la forêt, vous arrivez dans la forêt, un petit lionceau, s'il voit comment on a massacré sa maman lionne, mais c'est un traumatisme. L'Afrique est traumatisée. Et il est temps pour ceux qui dirigent de relibérer le peuple. Parce que le vent qui soufflait était très violent. Je vous rappelle qu'on a versé du napalm dans une grande quantité de personnes dans l'Ouest Cameroun. Il est interdit de parler politique. Mais on vous dit qu'un Bamileke ne sera jamais président au Cameroun. Les gens croient que c'est peut-être une affaire que ça ne vient pas des Camerounais, ça vient des Français. Les Français ont dit, les Bassa et les Bamileke, aucun d'eux ne sera président. Pourquoi? Parce qu'ils ont un très mauvais signe de l'organisation, que ce soit anthropologique des Bassa, parce que le peuple Bassa avait les Mbombok. Je vous rappelle, les Mbombok sont très puissants. Quand ils n'ont pas acheté. Je suis d'accord. Et c'est clair que la corruption rampante voulait faire croire
La preuve, voilà, vous voyez des sujets qu'il déroule sur le tapis rouge et qui sont régulièrement consommés sur YouTube et Internet. Je remercie panafricaniste.com TV qui a régulièrement repris les grandes parties de ton émission, Monsieur Ngosso. C'est pas l'occasion. Merci. Oui, c'est sur Internet, c'est Je sur réclame YouTube. pas surtout les doigts de cœur. Non. Et l'occasion peut-être pour moi de redonner mon numéro statut WhatsApp parce que dans mes statuts WhatsApp, vous allez voir, je ne fais que la promotion, que ce soit des réparations que la France devrait, parce que il y a un pourcentage des richesses françaises réclamées par l'Afrique. Si l'Afrique ne réclame pas, personne d'autre ne va réclamer. Et pour que ça soit fait, je salue comme ça Kwazulu, ce grand Congolais qui est parti du côté des musées en France, avec bien sûr, mais c'est important, il faut des réparations, et pour que ces réparations aient lieu, il faut la société civile béninoise par exemple. Les Béninois avec des associations ont exigé de la France le retour des œuvres d'art volées. C'est l'actualité actuellement, et il faut que les Camerounais, le drapeau, même si on ne doit pas changer pour l'instant, mais le peuple de Oumyobé doit réclamer des réparations. Merci beaucoup, André Blaise Sama. Je vais me tourner vers Eric Pépin-Bicaye. Eric Pépin-Bicaye, jusqu'à preuve de contraire sur le continent africain. Depuis quelques années aujourd'hui, on nous a fait croire que tel président est panafricaniste, tel autre en est un autre, tel autre en est ceci, tel autre a peut-être l'héritage de Sankara, alors que dans le fond, on a l'impression que ces personnes, ils n'ont même pas encore compris même la source, ce qu'était Thomas Sankara. Non, le panafricanisme ne se décrète pas. Je pense que c'est une idéologie qui sévit. Oui. Et c'est la grosse différence entre le discours populaire ou populiste et la réalité. Parce qu'en réalité, le peuple, lui, est regardant sur la réalité. Le peuple prône son auto-émancipation, le peuple prône son progrès. Surtout, le peuple prône sa sécurité, son auto-glorification. Et il n'y a que les dirigeants qui soient capables d'implémenter ça dans le cadre d'un projet. Oui. Ou alors dans le cadre d'une vision. Mais pour le moment, en Afrique, on joue un peu au jeu du chat et la souris en fonction des circonstances. Des relations. Il y a un discours qui revient, le discours du protectionnisme. Il ne faut pas oublier que tous les Africains ont haï ou haïssent Madame Le Pen en France, parce qu'elle tient un certain discours qui semble ne pas aller à l'encontre des intérêts des Africains, qui justement aiment jouer les serpillères pendant que les Occidentaux sont en train de boire du café. Elle, son discours est un discours qui demande que son espace soit prioritairement une acquisition des Français de souche. Mais les Africains aussi devaient tenir ce même discours, parce qu'en réalité, rien n'empêche aux Africains de tenir exactement le même discours. Le même discours est tenu par exemple par un Donald Trump. Avant que tu ne continues, il faut bien noter que Marine Le Pen est dans le banditisme idéologique, parce que le groupe Lafarge, qui encadre Simen Kameto au Cameroun, c'est la famille Le Pen. Au niveau du Cameroun, avec la complicité des bandits nationaux. Donc, c'est le bavardage que vous entendez. La gauche, la droite, l'extrême gauche, l'extrême droite. C'est le même, on prend les mêmes et on recommence. Ne vous inquiétez pas. Comme vous avez dit tout à l'heure. Le même discours est tenu par un certain Trump actuellement. On le présente comme étant quelqu'un qui n'est pas dans les sacs humains américains, qui n'est pas incontournable. D'ailleurs, il a battu toute une idéologie. Vous savez, il y a un mouvement assez mystérieux aux États-Unis qu'on appelle le QAnon. Qui est en train de bâtir toute une idéologie sur cette thèse-là. Et où, c'est clair, l'Amérique aux Américains, un retour prononcé au protectionnisme. Le même discours peut être tenu ici en Afrique. N'ayons pas peur, comme disait le pape Jean-Paul II. Oui. Monsieur Bongo, Ali Bongo, je veux dire, il tenait le même discours au Gabonais. Est-ce qu'il était pourtant panafricaniste? Non, je ne suis pas en train de... On revient là-dessus justement pour demander, est-ce que ces hommes-là, ces hommes-là sont des panafricanistes? Il doit avoir une réciprocité lorsqu'il y a des idées publiques, il y a des idées qui sont inscrites sur la place publique. Par les principes. Voilà. Il ne faut pas qu'on l'oublie, parce que tout à l'heure, on a fait faire l'émission sur Thomas Sankara. Il ne faut pas oublier qu'il avait imposé une réciprocité au niveau du protocole diplomatique. C'est-à-dire qu'il exigeait être reçu comme chef d'État. Pendant très longtemps, le gouvernement français s'arrangeait à recevoir les chefs d'État
par le biais des sous-préfets, c'est-à-dire tu arrives dans une ville comme Marseille, et puis on envoie le préfet de Marseille, je ne connais pas le nom de la région, pour recevoir un chef d'État. Plusieurs fois, il est resté scotché dans son avion, exigeant que le protocole d'État soit respecté, comme c'est le cas lorsque les chefs d'État africains, occidentaux arrivent en Afrique. C'est ce qu'on appelle la diplomatie de la courtoisie et du respect. Ça a été implémenté aujourd'hui, quels qu'en soient les cas, il est difficile de trouver ce type d'incident. Lorsqu'un chef d'État se déplace, il est reçu accessoirement par un chef d'État. Dans le cas contraire, il est reçu par quelqu'un qui a un niveau équivalent au protocole de l'État. Ça également, c'est le travail de Sankara, parce qu'il a créé un affront pour que ça puisse changer. Donc, je veux dire qu'il ne faudrait pas que les Africains restent attentifs à chercher les héros et les héroïques. Il faudrait qu'on soit sur le terrain en train de scruter l'évolution du monde, surtout le discours. Vous n'allez pas défendre un Trump qui est natif des États-Unis de tenir ses discours. Vous n'allez pas me défendre moi qui suis natif du Cameroun de tenir un discours qui va à l'encontre de la protection de mon peuple. Mais est-ce que ça a vraiment changé aujourd'hui? Il y a certains chefs d'État qui sont toujours aussi reçus par certains ambassadeurs au bas de la passerelle. Je présente les faits historiques. Il y a un chef d'État qui a refusé d'être reçu par un sous-préfet. Ça a été corrigé. Est-ce que ce n'est pas vrai? Bon, maintenant, s'ils continuent à ne pas prendre ça comme étant des faits historiques et qu'ils doivent intégrer à l'intérieur de leur mécanisme de déploiement sur la scène internationale, il y va tout de leur faiblesse. Il y va tout du dénigrement de leur poste de représentatif en tant que chef d'État d'un pays. Donc, il y a des faits qui parlent. Sankara l'a fait et on a corrigé. Et Sankara l'a fait, il n'avait pas 70 ans. Hein. Ce mec avait moins de 35 ans quand il créait les sueurs froides à un papa comme Mitterrand. Il ne faut pas oublier les jeux verbaux que Sankara avait contre Mitterrand. Où Mitterrand lui répond que je comprends ta jeunesse. En fait, il lui disait que j'ai comme l'impression que tu ne comprends pas grand-chose de ce qui se passe dans mon précaré français. Et il en a justement été assassiné. Et il ne faut pas oublier également que l'assassinat de Sankara, pour revenir à la question plus tard, était une conspiration. Ça pas que l'a bien décrit maintenant, mais il y avait un trophée de guerre. Il s'est dit qu'il y avait un trophée de guerre après la mort de Sankara. C'est justement Chantal Compaoré. Il ne faut pas oublier qu'elle serait née soit du Fouet-Boigny, soit aurait grandi dans la cour du Fouet-Boigny. Et qu'après la mort de Sankara, ça a été un trophée de guerre qu'on a accordé à Blaise Compaoré pour sceller cette union de la disparition d'un ami avec qui on avait presque tout fait, y compris partager le lit dans les moments les plus difficiles comme la formation de l'ENIA ici au Cameroun. Messieurs, on ne va pas également oublier que Thomas Sankara est mort, hein, il faut le dire, en 87 à l'âge de 38 ans. Précision faite. À l'âge de 38 ans, puisqu'il est né en 1949. Il est mort justement ce 15 octobre 1987. Je vais me tourner vers vous, hein, Patrick Sapak. Jusqu'à preuve de contraire, on a eu l'impression, d'ailleurs en 2014, c'est les populations burkinabées qui prennent l'initiative de bouter dehors Blaise Compaoré, qui avait oublié justement ce qu'ils avaient fait pour leur nation. Parce qu'à un moment donné, parfois, au départ de la révolution, on est d'accord, mais en plein milieu, on voit d'autres enjeux. Celui peut-être d'avoir de l'argent. On regarde plus l'argent. Tout à fait. Et je voudrais rapidement prendre le script pour l'exemple qui doit illustrer justement le caractère persuasif de notre argumentaire. C'est que Paul Biya, en 2012, il a été reçu par l'ambassadeur du Cameroun, de France au Cameroun. C'est-à-dire qu'il se déplace pour aller dans une organisation, enfin la rencontre entre les deux organisations patronales françaises et camerounaises, c'est-à-dire le MEDEF et le GICAM. Alors, il va avec l'ambassadeur de France au Cameroun dans le même avion. C'est à lui que François Hollande demande d'aller recevoir son type à l'aéroport. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est Bruno Gant qui reçoit Paul Biya à l'aéroport. Donc, pour parler de la réciprocité et le caractère cauchemardesque de ces histoires sur la réciprocité, les exigences diplomatiques et tout. Mais quand on revient sur, justement, le Burkina Faso, je l'ai dit, que Blaise Serial Killer Compaoré restera l'illustration la plus historiquement prouvée du ponce-pilatisme d'État en Afrique ces 40 dernières années. Il n'a jamais eu le courage de reconnaître le certificat de vie et le certificat de mort de Thomas Sankara. C'est lui qui a impulsé pour dire qu'il est mort de suite, il est décédé de suite de mort naturelle. Alors que nous venons de décrire justement les contours qui ont entraîné l'assassinat de ce monsieur. Alors il a dit, je n'ai jamais rêvé de pouvoir, je ne vais jamais m'éterniser au pouvoir. Alors,
Il a organisé une escroquerie politique en 1988 dans ce qu'il a appelé lui-même transition, donc de 88 jusqu'en 91. Après la première et autre escroquerie est arrivée cette fois-là formalisée avec cette histoire du Vent d'Est. Il est resté là 5 ans pour la première fois, 5 ans encore pour la deuxième fois. Et puis en 2002, justement, intervient une modification de la Constitution qui a installé l'article 37 qu'il a lui-même promulgué. L'article 37 limitait les mandats présidentiels à 5 ans renouvelables une fois. Alors, il a fait 10 ans dans cette main lourde despotique sur le peuple africain, parce que l'assassinat de Sankara, vous savez, nous étions au lycée, on commençait encore le secondaire, nous étions étonnés que nos parents soient tristes ce matin-là, du 16 octobre. Eh bien, c'est aujourd'hui que nous comprenons. Donc, il est arrivé donc. Cet article 37, 27 ans plus tard, Jocelyn Gosse, il a dit qu'il n'avait jamais levé de pouvoir. Donc, 27 ans plus tard, ils veulent lever dans le palais de Kosiam, c'est comme ça qu'on appelle le palais au Burkina Faso. Du côté de Burkina Faso. Voilà, donc, dans le palais de Kosiam, des tractations commencent pour lever le verrou sur la limitation de ces mandats présidentiels, c'est l'article 37. Alors, il le faisait parce qu'il y avait une mission qu'il avait. Il avait déjà joué un rôle fondamental pour tout ce que nous voyons en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est-à-dire servir de base arrière pour encadrer la rébellion qui est descendue, pour faire à Gbagbo. Vous étiez en train de citer les leaders tout à l'heure, ce que tout le monde connaît. Et donc, la gouvernance de ce Compaoré-là décide de mettre un terme, parce que l'article 37, nous étions sur un autre média à l'époque, vous et moi, où nous avons mis sur la place publique justement cette mauvaise intention de toucher à l'article 37, ce qui a poussé le peuple burkinabé à sortir pour demander à ce monsieur-là de s'arrêter, parce que le Burkina Faso, c'était une république, ce n'est pas une monarchie, donc il n'a pas besoin de décider à la place des Ivoiriens, à la place des Burkinabés, oui, de la limitation des mandats présidentiels ou à lever le verrou, parce que c'est un élément fondamental du pacte social entre les gouvernants et le peuple. Donc il ne faut pas l'ensevelir. Ils sont donc sortis en masse pour demander à ce monsieur de s'évaporer. Mais qu'est-ce qui s'est passé après Sylve Jocelyn Gosse? Il a été accueilli par celui à qui elle a permis Ouattara. Il a été fait ambassadeur au niveau de Moyen-Orient. Donc vous comprenez que ce sont des gens qui ne peuvent pas être portés sur la place publique comme des exemples. Parce qu'une nation ne se construit sur sa base référentielle historique que sur des modèles. Alors quels sont les modèles que nous avons en Afrique aujourd'hui? Mettons d'abord de côté les chefs d'État, parce que eux, leur mission c'est de présenter des gens un peu comme Kadhafi disait, c'est-à-dire des bonhommes qui courent à tort et à travers sur un espace vert avec des culottes et on leur donne autant d'argent. Je parle des footballeurs avec tout le respect que j'ai pour le football, et le football n'a jamais permis à quelqu'un d'envoyer son enfant à l'école. Du peuple pour mettre qui interpelle le gouvernement. Donc, on est en train de distraire les gens avec des histoires d'un leader politique qui n'a rien à voir avec les politiques publiques eux-mêmes. Ils ont promis aux populations. Donc, voilà la stratégie de l'esquive qui permet que lorsque vous parlez de panafricanisme, où on colle le statut de panafricaniste à tous les chefs d'État, à certains chefs d'État, donc je ne sais sur quelle base, vous savez. Peut-être parce qu'il y a eu de l'argent aussi. Mais bien évidemment. Le panafricanisme gombotique. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Et c'est pour ça que c'est bien de relever que DBS doit partir sur une autre. Si vous avez des panafricanistes de haut vol sur ces plateaux à DBS, c'est bien parce que la logique reste la bonne, parce que le jour où la logique va être la mauvaise, eh bien vous n'allez plus voir un seul panafricaniste. Ah, bien sûr. Alors donc c'est de ça qu'il est question. L'Afrique a trop souffert. Il ne faut plus bluffer le peuple africain. Personne ne va bluffer le peuple africain, parce que nous sommes là derrière pour vérifier exactement qui fait quoi, et justement pour sortir les éléments pour montrer qu'on est panafricaniste. Mais c'est clair, Sylve Jocelyn Gosse, nous les citons tous les jours. Les accords de coopération uniques, donc il faut rompre avec le franc CFA, une monnaie de 5 qu'on ne connaît nulle part.
il faut rompre avec ce compte des opérations qui continuent d'abriter les avoirs extérieurs des pays d'Afrique francophone, parce que c'est ce compte extérieur qui permet justement de manipuler les échanges internationaux. Et il faut rompre avec le contrôle des banques centrales qui sont contrôlées par la Banque de Paris, parce que les banques centrales BCAO, BA, etc., ou encore la Banque islamique des Comores, c'est des gigantesques institutions bureaucratiques qui ne peuvent produire aucune politique monétaire. Et les gens sortent avec des costauds de veste pour dire non, je travaille à la BA, je travaille à la BCAO, alors qu'ils vont là-bas prendre cette monnaie de singe pour faire croire aux Africains qu'ils travaillent pour eux, alors que c'est totalement du pipeau. Donc il faut regarder le fonctionnement. Bon, maintenant il y a des chefs d'État, par exemple comme Obiang Nguema, qui a... faut pas oublier la langue française. Hein. Oui, mais ça ce sont des... On va revenir. Messieurs, allons-y rapidement pour sortir de là. Francophonie, Commonwealth, des choses comme ça, c'est pour ça qu'il y a jamais. Au niveau de la Gambie, il a demandé qu'on arrête tout ça et on va rentrer dans la culture musulmane là-bas. Mais on a ramené un autre bandit, hein, Adama Barrow, qui est venu remettre tout ça en place. L'homosexualité, tout ce qui va avec. Donc, quand on se retrouve avec ces dirigeants-là, eh bien, vous allez voir que Obiang Nguema est arrivé dans le franc CFA à la faveur du fait que Houphouët-Boigny et Omar Bongo lui ont dit bon, comme tu viens d'hériter d'un pays totalement délabré sur le plan économique avec Mathias Nguema qui n'a pas pu gérer cette révolution-là, eh bien, entre dans le franc CFA. Donc il a tué, il faut pas oublier. Entre dans le franc CFA parce qu'il y a la garantie monétaire. La garantie monétaire, alors que la France ne peut garantir aucune monnaie. Même l'euro, c'est pas la France qui fabrique l'euro. Donc, elle ne peut pas garantir justement les échanges, parce que vous savez que le franc c'est pas l'un des piliers, c'est que cette garantie monétaire doit permettre qu'on apporte des devises aux pays africains qui n'ont pas suffisamment de devises pour leurs importations. C'est cela, le sens de la garantie monétaire, alors que ça n'existe nulle part. Vous vous souvenez qu'au Cameroun, pour ceux qui sont camerounais, eh bien, on a refusé de donner un peu d'argent au Cameroun, justement, pour financer certaines de ces importations, parce que le Cameroun avait acté justement cette demande-là au niveau des Paris. Donc, derrière Obiang Nguema, lorsqu'il est rentré, mais il y a un article 17 dans les accords monétaires revus de 72 et 73 respectivement à Brazzaville et à Dakar qui précise que lorsqu'un chef d'État se sent lésé dans cet accord et qui sent que cet accord lui est préjudiciable, il peut le dénoncer et puis mettre en place des passerelles intermédiaires pour la convergence et le réajustement macroéconomique et présenter une nouvelle monnaie. Ça, c'est dans les accords monétaires de 72 et 73. Alors, mais ça, c'est pour plaire à l'opinion, puisque derrière, on signale le chef d'État. Celui qui tente de parler de ça, eh bien, son pouvoir, c'est terminé. C'est pour ça que jusqu'à date, nous avons des chefs de canton qui sont là, déguisés en chefs d'État, qui ne peuvent pas toucher et le franc CFA, et le compte des opérations, ou encore l'autonomisation des banques centrales. Donc, c'est ici qu'on lit le panafricanisme. Donc, il ne faut pas sortir dans des plateformes tribuniciennes pour raconter tout et n'importe quoi. C'est de cela qu'il est question. Celui qui s'amuse à coller le statut de panafricanisme à un anti-panafricaniste, eh bien, c'est son problème, parce qu'ils vont être tous liquidés sur la place publique. Merci beaucoup, Patrick Sabah, merci beaucoup. Albert Anatola, ici, où en est-on justement avec les conclusions de l'enquête sur la mort de Thomas Sankara? Où en est-on justement également avec son corps qui devait être inhumé? Où est-il même d'ailleurs? Pas jusqu'à preuve de contraire. La famille de Thomas Sankara a toujours réclamé à corps et à cri, il faut le dire, hein, la dépouille de leur père, de leur frère, de leur grand homme, en tout cas, en la personne de Thomas Sankara. Écoutez, il faut déjà indiquer que l'assassinat de Thomas Sankara, c'était un assassinat politique. Oui. Dont le commanditaire, c'était le dirigeant français de la France à l'époque, notamment M. François Mitterrand, qui venait de prendre le pouvoir justement en 1981. Et un autre dirigeant français a fait la promesse de déclassifier certaines affaires, certains dossiers des crimes politiques sur le continent, d'hommes politiques sur le continent africain, dont le dossier de Sankara en fait partie. Alors, est-ce qu'il faut donc attendre que c'est le bourreau qui déclassifie ces dossiers-là? Je ne pense pas du tout. On n'a pas terminé son alignement matériel. Je ne pense pas. Ce n'est pas le bourreau qui va déclassifier ces dossiers. C'est de la responsabilité, pas seulement de l'institution judiciaire panafricaine, burkinabé, de le faire. C'est également de la responsabilité des hommes politiques, aux Africains du monde panafricain, ou panafricanistes de le faire, et surtout les hommes politiques burkinabés de le faire. C'est de la responsabilité de la société civile burkinabé de le faire. C'est de la responsabilité des intellectuels de le faire. Et c'est également de la responsabilité des médias. Nous le faisons déjà en faisant pression justement sur des politiques pour que cela soit fait. Parce que si vous attendez que ce soit Paris, si vous attendez que ce soit Paris qui le fasse, ce ne sera jamais fait. Donc aujourd'hui, pour répondre de manière définitive à votre question, c'est le statu quo judiciaire.
C'est toujours un statu quo. C'est le statu quo judiciaire. Pourtant, on avait dit la dernière fois qu'on allait justement sur la dépouille pour voir si un temps soit peu, avec les ADN, si c'est lui justement qui était enterré à l'endroit. Nous avons cru à un moment donné qu'avec, n'est-ce pas, le changement de pouvoir du côté du Burkina Faso, la lumière allait être faite, n'est-ce pas, dans ce dossier-là de procédure. Malheureusement, même avec l'arrivée de Christian Kaboré, c'est encore le statu quo. Allez comprendre pourquoi. C'est très facile à comprendre parce que justement, il n'est pas panafricaniste. Christian Kaboré n'est pas panafricaniste. Comme Christian Kaboré. J'ai eu la chance d'échanger à la suite de Haïti avec Mariam Sankara qui m'a dit, je suis en train d'apporter de l'eau à votre moulin. Mariam Sankara qui m'a dit qu'elle est au bord de l'AVC pour ce problème-là, parce qu'elle ne peut même pas indiquer exactement ce qui s'est passé. Elle ne peut pas lui dire à ses enfants justement où est enterré leur père. Allez-y, Albert Anatola. Justement, donc, je pense donc qu'il est de la responsabilité du régime burkinabé actuel de faire la lumière dans cette affaire. Mais malheureusement, il ne peut pas le faire parce que justement, Paris est dans les parages. Mais pourtant, Paris, avec Emmanuel Macron, ils ont déclaré haut et fort qu'ils ont déclassifié justement le dossier. Emmanuel Macron a fait sur la déclassification des dossiers compliqués de la France sur le continent africain. Est-ce qu'il a tenu sa parole? Allez, on vous suit. Est-ce que Macron a respecté cette parole-là de déclassifier justement la plupart des dossiers compliqués de la France sur le continent africain? Ils n'ont pas intérêt à le faire. Ce n'est pas Macron qui doit décider de le faire. Il appartient aux régimes africains de le faire. Du moins, ce sont les nationalistes. On espère bien sûr qu'il y aura des nationalistes sur le continent africain. Messieurs, permettez-moi de lire des messages sur Facebook cette fois-ci. Bonjour le plateau, c'est Juliette Aurin. Armand Kouakou, bonjour monsieur Sapak, j'attends votre prestation. Merci d'être sur ce plateau de DBS matin. Stéphane Sullivan, Onan à la cause de sa mort, le discours sur la dette du 29 juillet 1987 à Addis Abeba. Un discours impitoyable qui démontrait comment la dette et son service sont des moyens de domination du Nord sur le Sud. Souleymane Mandjombe dit bonjour DBS. Il y a également Gansonre Aruna nous dit également bonjour. Dili Koutika, salut, je m'appelle Koné, je suis en France. Ça c'est du jamais. Non, là encore on parle de marabout. Stéphane Sullivan Onana, Sankara était entouré à la fois des naïfs et des traîtres qui ne comprennent rien de la géopolitique. Je conclus qu'il était venu au monde 38 ans plus tôt que prévu. S'il avait été né en tout cas en 1987, il serait sans doute sur notre plateau ce matin. On espère bien sûr. Là encore, il y a encore les marabouts qui ont pris l'initiative de venir sur la page Facebook. Marianne Gopondi nous dit bonjour. Bravo monsieur Haïti. Triple ça, on vous dit bonjour. Apparemment, vous êtes très bien aimé. Alain Patrick Ikoume vous dit également qu'il est avec nous ce matin. Annie Farron, je ne connais pas le fin mot de cet événement particulier. Je n'ai donc pas d'avis de valeur. Je m'informe pour me former une opinion. Le bonjour à tous. Une Française ordinaire. Christ Owen, bonjour DBS. Bourama Sissé, vive Africa. Paulette Touré, merci papa, l'amour pour son peuple. On s'adresse justement à monsieur Issama. Paulette Touré qui vous envoie des cœurs d'ailleurs. Bon, là encore, on a des marabouts. On a dit l'amour pour le peuple, on n'a pas dit l'amour. Non, arrêtez. Marcel Amateo Alonso, Paulette Touré, salut, je suis... Enfin, non. Messieurs, on a de gros problèmes en tout cas sur la page Facebook ce matin avec nos amis qui viennent là pour leur gombo. Karine Kwame, Annie Varon, Otep, Annie, en effet, cet événement abject, l'assassinat de Thomas par l'État français et la Sankara, tout comme bien d'autres, sont bien cachés par l'État français. Aux Français ordinaires comme vous, mais un peu de curiosité et de recherche vont vous éclairer afin de comprendre les enjeux de la France-Afrique. Bien à vous. Et bien sûr, j'espère que elle a reçu cette réponse de notre consoeur et surtout de notre téléspectatrice. Irine Inri Femi Johnson-Joy dit bonjour et surtout bonsoir. Christophe Tonguimo, c'est toujours pareil aujourd'hui. Nous en sommes conscients désormais. Cette stratégie des Blancos du Nord ne pourra plus marcher si toute l'Afrique écoute DBS. Merci à vous, Christophe Tonguino. Merci également à vous, Mégane Image. Magnifique sujet ce matin. Emmanuel Mekongo, bonjour. Là encore, on a, comme d'habitude,
Paulette Touré, salut, excusez-moi de cette manière de vous contacter. Je viens d'apercevoir votre groupe et je me suis dit que vous êtes des personnes qu'il me faut. Eh bien, là encore. Lionel Mungan, bonjour le plateau. Le président Biya n'a pas eu besoin d'un référendum pour ne pas reconduire les accords de défense et de coopération. Que M. Essama soit conséquent. Comment un soi-disant panafricaniste a pu soutenir le MRC et son leader qui dit avoir pour modèle Ouattara, un pion assumé de l'Occident, Lionel de Soa. Apparemment, on vous traite d'être du MRC et de soutenir Alassane Dramane Ouattara. Rapidement, en quelques secondes. Je ne peux pas soutenir Alassane Dramane Ouattara et je suis très mécontent déjà de savoir que Thomas Sankara peut enseigner aux Africains qu'il faut d'abord prendre le peuple à bras le corps, le conscientiser. On ne peut pas lancer une révolte dans un peuple qui est ignorant. Et je suis très content d'avoir participé à cette campagne présidentielle. Malheureusement, le leader n'a pas encore pris la mesure de l'éducation du peuple ignorant, raison pour laquelle il y a effectivement ces petits frottages. Mais je pense, pour ma part, nous sommes en Afrique et que chacun soit libre de prendre les initiatives d'éduquer l'Afrique et qu'on voit les résultats. Donc vous n'êtes pas du MRC? Je suis ici. Ouais. C'est la question. Moi, je suis. Il faut qu'ils arrêtent ça. C'est terrible. Non, on n'est pas là pour ça. Monsieur, la question ne s'adresse pas à vous. Ce que je souhaite dire, lorsqu'on éduque un peuple, on est du camp de ceux qui sont éduqués. Et je suis très content d'être du camp de DBS déjà, qui éduque les populations. Merci. Et je rappelle que chacun d'entre nous sera comptable. La preuve, aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'un sujet que si tous les leaders politiques dont vous avez parlé des formations politiques auraient peut-être eu justement à écouter ou alors à suivre les exemples. Parce que moi, je pense que le plus important n'est pas d'accéder à un pouvoir, mais c'est d'éduquer son peuple. Merci beaucoup, André Blaise Essama. Fabrice Yomi, bonjour, dit bien ce matin. Après 30 ans de l'assassinat du président Thomas Sankara, la révolution est en marche aujourd'hui avec la chute de Blaise Compaoré depuis 2014. Mohamed Tamboura, magnifique. Abiba Akila Riachi Medzaï, dommage la perte de ce beau modèle qui était Sankara, intelligent, efficace et bel homme en plus. Salutations de la Suisse. Boubert Manoa, Basile, bonjour. Quand j'entends le nom Thomas Sankara, ça me rappelle le nom de Jésus qui prédit sa prochaine mort. Thomas, tu es un messie. Basile Bamernanois depuis Accra, du côté du Ghana. Christophe Tonguino, bonjour Dibier. Je ne comprends pas comment la France peut-il raconter l'histoire de mon village d'Afrique. Tout ce qu'il raconte n'est que mensonge. Il diabolise nos leaders et nos cadres. Ils ont mal raconté. Oui, je pense que c'est ça. Et ils ont mal raconté notre histoire. L'Afrique doit se réveiller et écrire son histoire, défendre ses héros, ses richesses. Et on en a marre. Merci DBS. Vive les hommes comme Thomas Sankara. Christophe depuis Guinée, la Guinée Conakry. Général Le Cœur, le Lion, Afrique Média dit que Paul Biya est panafricaniste. La vraie sorcellerie. Voilà. Alors que Paul Biya lui-même ne sait même pas ce que c'est que le panafricanisme. Sylvain Pierre Foucault Kandemga dit également bonjour. Sylvain Desno a aussi dit bonjour. Lui également. Général Le Cœur de Lion, l'Afrique Média nous a bluffé et que ce n'est pas le... Est-ce que ce n'est pas le même piège avec DBS? Nous avons déjà peur des télévisions camerounaises. Non, ne vous inquiétez pas. Et Samarou a bien demandé, nous y veillerons. Ah, et Samarou a d'ailleurs répondu à cette question. Vous allez y veiller en tout cas à regarder DBS. Messieurs, je vais vous dire merci d'avoir été là ce matin. Albert Anatola ici, merci d'avoir été là ce matin. C'est un plaisir, comme d'habitude. Patrick Sapak. Très bon week-end à toute l'Afrique. Bon week-end à vous également. Il faut retrouver les familles, absolument, oui. Et se ressourcer après une semaine justement de diffusion des éléments de corps de compréhension. Merci. De ce combat qui nous lie tous sur ce plateau. Eric Bemabika, merci également d'avoir été là ce matin. C'est moi qui vous remercie de m'avoir André Blaise Essama, merci également d'avoir été là ce matin. Et je remercie également, tout comme Général Cœur de Lion qui a encore écrit quelque chose. André Blaise Essama est un excellent panafricaniste, c'est notre héros national. En fait, je ne pense pas que notre génération doit se mettre en dehors de cet héroïsme. C'est notre génération qui est héroïque. C'est une chaîne de télévision comme DBS qui est héroïque. Donc pour moi, c'est pas un combat individuel, c'est un combat collectif. Et c'est collectivement que nous devons réclamer des réparations et c'est là où nous serons des héros. Merci beaucoup André Blaise Essama. Qui a vraiment tué Thomas Sankara, et demeure la grande interrogation. L'affaire est si complexe que les suspects ne manquent pas. 33 ans après l'assassinat, une douzaine de personnes ont déjà été inculpées et d'autres sont poursuivies dans l'affaire Thomas Sankara. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV.
Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.